Alors cette conférence de la paix va fonctionner tant bien que mal, avec des hauts et des bas, mais aussi avec, il faut bien le dire, une crise entre alliés à partir de fin mars 1919. Alors quels sont les éléments de cette crise interalliée? On peut les résumer en deux grands pans. Premier pan, le Premier ministre britannique, Lloyd George, fait paraître ce qu'on appelle le mémorandum de Fontainebleau à la fin du mois de mars 1919, dans lequel il explique qu'il ne faudrait pas que la paix future à l'égard de l'Allemagne soit trop dure, de manière à ce que les Allemands ne soient pas tentés de prendre un jour une revanche. Et puis, Lloyd George souhaite aussi que les négociations se fassent plus discrètes, et effectivement cela pose la question, si vous voulez, de l'énormité de la tâche à accomplir et des informations plus ou moins réalistes qui circulent, nous parlerions aujourd'hui de fake news, durant cette conférence. Ça c'est le premier pan de la crise interalliée. Le deuxième pan, c'est une opposition forte entre le président fédéral américain, Woodrow Wilson, et le président du Conseil français, Georges Clemenceau. Et leur antagonisme porte sur le sort notamment de la Sarre. Parce que les Français, et Clemenceau se fait bien entendu leur porte-voix, souhaiteraient que la Sarre devienne française, de manière à faire une zone tampon entre l'Allemagne et les Français. Et là, Woodrow Wilson est vent debout contre cette proposition française, que l'on retrouve par exemple chez Ferdinand Foch, le maréchal Foch. Alors, comment va se résoudre cette crise interalliée de fin mars, début avril? Le compromis est trouvé effectivement au mois d'avril 1919. Les Français obtiennent un certain nombre de garanties. Ils obtiennent notamment la garantie que la Sarre va être administrée internationalement pour une durée de 15 années. Et qu'au bout de 15 années, eh bien, les Sarrois seront consultés pour savoir s'ils veulent redevenir allemands ou s'ils veulent devenir français. Deuxième compensation de taille, les Français, Georges Clemenceau, obtiennent la garantie de leurs frontières par les Anglo-Américains. C'est-à-dire concrètement que si la France devait être un jour attaquée par l'Allemagne à nouveau, eh bien, automatiquement, il y aurait une clause d'alliance militaire avec les Britanniques et les Américains. Et bien entendu, les Français obtiennent quasi automatiquement, si je puis dire, la réintégration de l'Alsace et de la Lorraine. Alors, donc sur le papier, tout semble réglé. Ça n'est pas tout à fait le cas encore, puisque, bon, sans anticiper, nous verrons que ce traité militaire de garantie va être désavoué dès 1920 par le Sénat américain, d'une part. Et d'autre part, eh bien, se pose aussi un autre motif de conflit interallié, qui est l'attitude aussi des Italiens. Parce que les Italiens souhaitent récupérer la ville de Fiume, qui se trouve sur l'Adriatique, aujourd'hui en Croatie, et c'est ce qui leur a été promis par le traité de Londres de 1915, et Woodrow Wilson et les États-Unis ne veulent absolument pas en entendre parler, ce qui fait que les représentants italiens, Orlando et Sonnino, vont à un moment quitter cette conférence interalliée. Voilà donc comment on peut résumer les difficultés de fonctionnement au quotidien de cette conférence de la paix, ce qui prouve bien évidemment que les buts de guerre de chacun des alliés étaient fort différents. Alors quels sont in fine les résultats de cette conférence de la paix qui dure plusieurs mois? Les Allemands arrivent au mois d'avril 1919 pour prendre connaissance de ces résultats, puisqu'ils n'ont pas été, bien entendu, associés. Ils ont même été interdits de négociation, comme tous les représentants des puissances vaincues. C'est le comte Brockdorff-Rantzau qui dirige la délégation allemande. Alors, deux grands résultats, quand même, de cette conférence de la paix. D'abord, le traité avec l'Allemagne, nous allons y revenir, c'est le fameux traité de Versailles, et
peut-être plus encore la création de la SDN, qui est une volonté, comme on l'a vu, du président américain Woodrow Wilson. Alors, intéressons-nous, si vous voulez, à cette SDN, cette Société des Nations, dont le but est de régler pacifiquement les différends politiques qui pourraient surgir entre les différents membres de cette assemblée qui va siéger à Genève à partir du 28 avril 1919. Les buts, donc, c'est de pratiquer la diplomatie ouverte, et non pas la diplomatie du secret, ça, Woodrow Wilson y tenait beaucoup. C'est bien entendu de créer une émulation internationale, et c'est aussi, bien entendu, d'apprendre aux différents diplomates à travailler ensemble. Le fonctionnement proprement dit, quel est-il? Eh bien, les États contractants envoient donc des délégations à Genève. Dans un premier temps, les anciens vaincus de la guerre sont exclus de la SDN, ainsi d'ailleurs que l'Union soviétique, et il y aura des élargissements successifs de cette Société des Nations en 1922, en 1926, et l'Union soviétique sera admise en 1934. Alors, il y a quelques problèmes de représentation, bien entendu, dans cette Société des Nations. Par exemple, les seuls pays africains représentés sont d'une part le Libéria et d'autre part l'Afrique du Sud. En revanche, en Asie, on peut penser qu'il y a aussi des problèmes de représentation. La Chine est représentée, le Japon est représenté, mais il y a surtout une forte présence de ce qu'on peut appeler les États associés aux Britanniques. Le Siam a un siège, l'Inde a un siège, et bien entendu, d'autres représentants proches des Britanniques ont des sièges. Donc on a une certaine surreprésentation du monde anglo-saxon. Cette Société des Nations est dirigée par un conseil qui consiste à, encore une fois, régler, si possible, préventivement les problèmes. Alors il est aujourd'hui d'habitude de dire que la SDN n'a servi à rien, c'est un problème un peu biaisé. Il est bien évident que la SDN a réussi à régler un certain nombre de conflits internationaux, mais que face à la volonté d'un dictateur, eh bien la SDN ne peut pas grand-chose, parce qu'elle ne dispose pas de forces armées d'interposition. Il reste un dernier problème que nous avons déjà évoqué, mais qu'il convient de revoir à nouveau, qui est réglé par la conférence de la paix, c'est la question de la SAR. Comme nous l'avons vu, la SAR doit être administrée collectivement pour une quinzaine d'années, et effectivement, en janvier 1935, les Sarrois vont être consultés pour savoir s'ils souhaitent redevenir allemands ou s'ils souhaitent intégrer la France, les frontières françaises. Et le résultat de janvier 1935, alors il faut le contextualiser, hein, vous comprenez que c'est 2 ans après l'arrivée au pouvoir des nazis et que le régime à l'époque est largement soutenu, il faut le dire, par les populations allemandes. Le résultat est absolument sans aucune ambiguïté, puisque à 91%, les Sarrois se prononcent pour le rattachement à l'Allemagne, et qu'il n'y a que 0,9% d'entre eux qui souhaitent le rattachement à la France. Le reste souhaitant la continuation du statu quo de 1919. Donc, il y a là très réellement un échec, mais un échec pour la politique française, et non pas pour la SDN. Bien entendu, l'autre difficulté majeure du fonctionnement de cette SDN, c'est que dès janvier 1920, eh bien, le Sénat américain, dont le rôle est de ratifier les traités internationaux qui ont été signés par le président fédéral, ce Sénat américain refuse la participation américaine à la SDN. C'est-à-dire que tout l'édifice wilsonien et tout l'édifice même de la conférence de la paix se voit remis en question fondamentalement par la non-participation des États-Unis, et notamment le fameux traité de garantie militaire à l'égard de la France par les États-Unis devient caduc automatiquement à partir du refus du Sénat américain de ratifier
cette ESDN.